Bon, je refais une vidéo pour faire un point sur les actifs, les différentes classes d'actifs, les secteurs et les devises, parce que je reçois à nouveau un certain nombre d'emails et de questions. Charles, montre-moi ce que tu vois sur les écrans, parce que moi, je vois pas, je vois que l'or explose, et donc je comprends pas ta position sur l'or. Alors déjà, il faut que ça soit clairement précisé, j'en ai absolument rien à branler de l'or. C'est juste un outil parmi un autre. Je suis assez effaré de cette obsession qu'il y a sur l'or, mais passons. Je vous présente, pour commencer, on va parler graphique, hein. Je ne vais pas faire de commentaires, on va juste regarder les graphiques, comme ça va vous permettre de voir. Donc là, en haut, on a le graphique de l'or qu'on compare sur le Nasdaq. C'est un graphique que j'ai présenté dans la dernière vidéo sur les secteurs. C'est le seul point commun avec la dernière vidéo. Donc, je compare tout simplement l'or, la performance de l'or par rapport à la performance du Nasdaq et par rapport à la performance du taux d'intérêt à 20 ans, qui est le principal marché obligataire aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, en fait, et donc ça, je l'ai mis sur 5 ans, 4 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ans et demi. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Tout simplement parce qu'avant, en fait, l'or se pète la gueule et que c'est tellement merdique que je vais éviter de rentrer dans les débats patrimoniaux à long terme parce que c'est quasiment irrattrapable en l'état actuel des choses vu la tôle que prend l'or. Mais pour ne pas polémiquer, je vais montrer juste la période la plus favorable pour l'or. Donc qu'est-ce qu'on voit concrètement depuis 4 ans et demi? Alors par rapport au taux d'intérêt, il va bien falloir m'expliquer où est-ce que l'or s'envole et que je me suis trompé et que c'est génial et que j'ai rien compris. L'or ne s'envole absolument pas par rapport au taux d'intérêt. C'est complètement stable depuis 4 ans et demi. Il n'y a absolument aucune création d'alpha ou de perte d'ailleurs. C'est exactement la même performance, à l'identique. Vous voyez comme moi, c'est complètement, ça c'est l'écart. L'écart il est complètement stable en plein milieu. Alors après, sur le Nasdaq, désolé, mais sur 4 ans et demi, même si je prends une période favorable pour l'or, l'or se pète la gueule, comme vous pouvez voir, puisque, enfin, je sais pas, la courbe là, ça vous paraît clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis environ un an avec la hausse récente? C'est que, grosso modo, on pourrait dire que l'or, là, depuis un an, allez un peu plus, 18 mois, parvient tout juste à égaler la performance du Nasdaq. Okay, tout juste. Il n'y a pas de création, il n'y a plus de perte, il n'y a pas de création de valeur ni de perte de valeur, c'est à l'écart, c'est étal en fait. Comme je l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est juste le Nasdaq. Hein. On ne prend pas les meilleurs secteurs, on ne compare pas aux possibilités d'investissement sur les actions. Mais grosso modo, par rapport au QQQ, donc l'ETF qui duplique la performance du Nasdaq, l'or depuis 18 mois parvient à faire un jeu égal. Donc conclusion générale, depuis 18 mois, il ne se passe absolument rien, tout le monde attend. Voilà, ici, là, tout le monde attend grosso modo d'y voir un peu plus clair au niveau global macro, personne ne prend aucun pari et tous les actifs font jeu égaux les uns contre les autres, malgré l'envolée de l'or. Voilà, donc moi c'est pas parce que l'or fait 1500 $ que l'or est un super plan. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que l'or qui monte, le Nasdaq et les obligations montent également à la même vitesse. Donc en fait, pour l'instant, c'est un non-événement le fait que l'or parvienne à 1500 $. C'est un non-événement. Ensuite, venons aux grandes théories fumeuses. L'or est en train de battre le dollar. Le dollar est en train d'être dévalué par rapport à l'or. Je rappelle que c'est le dollar qui fixe la parité de pouvoir d'achat mondial, encore une fois, et non pas les autres devises. Donc, quand on regarde un actif par rapport à une devise, on regarde forcément un actif par rapport au dollar, et ensuite on ajuste le dollar avec les écarts sur les autres devises. Mais le dollar est maître, quoi qu'il arrive, c'est le master qui dirige tout le reste. C'est pas moi qui ai fait le monde, désolé. Alors, qu'est-ce que fait on fait le point donc entre l'or, le dollar. Donc là, c'est le dollar index, hein, c'est la parité du dollar contre les 8 principales devises qui permet de traquer la performance du dollar. Et ensuite, il y a le yen index, qui est quand même une devise, la deuxième devise la plus correcte sur Terre. Et donc, on va regarder ce que fait tout simplement l'or contre le dollar et l'or contre le yen sur allez, 6, 7, 8 ans et puis sur la dernière année puisque l'or commence à se réveiller. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que contre le dollar, c'est cette première case, l'or se pète grave la gueule, on passe de 8 à 4, donc grosso modo on perd 50%. Et depuis environ, allez, hop, depuis, on a quasiment 5 ans en fait, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument aucune tendance de l'or contre le dollar. Le dollar se dévalue absolument pas, malgré tous les racontards de tous les mecs super populaires. Je sais que ces mecs-là, ils ont 10 fois plus d'audience que moi, ils sont 10 fois plus crédibles. Et moi, désolé, je préfère regarder les graphiques, je m'en fous que le mec soit populaire ou pas. Vous pouvez voir comme moi que depuis 5 ans, le dollar n'a pas du tout été dévalué contre l'or. Et le truc le plus dingue dans ces affirmations,
c'est qu'on me dit, ouais, mais regarde, Charles, là, c'est en train de monter, on fait 1 500 $. Mais on n'a tellement pas monté qu'on n'a même pas réussi à dépasser le plus haut de 2018, du premier trimestre 2018, de l'or contre le dollar. On est toujours en dessous. Donc, bien malin est celui qui pourra prédire si l'or va s'envoler effectivement dans le futur, ici ou pas. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est concrètement que depuis 5 ans, il n'y a absolument aucune tendance marquée entre le dollar et l'or. Ça bouge à parité, ce qui est un peu normal d'ailleurs, puisque c'est comme ça que le système monétaire mondial fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que revenir sur l'or et s'y intéresser au niveau patrimonial long terme, puisqu'encore une fois, là je suis en train de regarder 5 ans. Quand vous achetez un bien immobilier, vous le détenez quoi 7 ans. Donc 5 ans, c'est déjà court au niveau patrimonial. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'or devienne à peu près intéressant? Il faudrait tout simplement qu'on casse le plus haut de 2018, qu'on sorte de ce range horizontal et qu'on commence à enclencher un mouvement haussier à moyen terme, long terme, qui dirait, hop, attention, l'or redevient intéressant. Pour l'instant, on est juste dans du range. On a juste un mec, Trump, qui est en train de faire un all-in pour essayer de gagner les élections de 2020, qui a fait des paris donc macro-éco. Donc pour l'instant, l'or monte, le dollar baisse, voilà, à très court terme. Mais rien ne dit que dans 2 mois, ce sera encore dans cet état-là. Ce qui est aussi amusant, c'est que je suis contacté toujours quand l'or est au plus haut. Puis dès que l'or rebaisse, j'entends plus parler personne. Et puis dès que l'or est au plus haut, ah, rebelote, ah, tu t'es trompé, machin. On ne fait pas des patrimoines, on ne fait pas de la bourse en étant aussi malhonnête. On regarde les choses sur 5 ans. Sur le 5 ans, vous voyez bien comme moi qu'il n'y a aucune tendance. Il y en a zéro. C'est complètement à l'horizontale. Donc, c'est pas la peine d'essayer de venir me chauffer. J'en ai rien à foutre. En plus, je sais pas pourquoi vous perdez votre temps, essayez de m'envoyer, de me titiller. J'en ai rien à branler de savoir ce que fait l'or ou le dollar. Ce qui compte, c'est le pognon que je peux gagner. C'est pas d'avoir raison ou tort, que vous ayez raison ou tort sur votre pari sur l'or. Le fait est que pour l'instant, l'or pourrait m'intéresser si on réversait la vapeur comme dans les années 2000. Je rappelle que j'avais une maison d'édition qui s'appelait Edouard Wallis Édition et qu'en 2005, avec Léonard Sartoni, on a sorti un l'or pro-or. À l'époque, effectivement, l'or, c'était pas le même délire qu'en ce moment. Donc peut-être qu'on va enclencher une tendance long terme suite à du grabuge du global macro, politique et tout ce qu'on veut. Pour l'instant, il n'y en a pas, il n'y a aucun signal. Pour l'instant, il faut attendre. Et ça ne sert pas à grand-chose d'attendre sur les classes d'actifs, comme j'essaye de vous l'expliquer à longueur de vidéo depuis des trimestres. Il n'y a pas d'opportunité, c'est pas là qu'on crée de la valeur. C'est sur les secteurs, encore une fois. Donc, qu'est-ce que fait l'or contre le yen? Le yen étant une devise un peu moins forte que le dollar. On voit que depuis 2012, en fait, il ne s'est absolument rien passé. L'or et le yen bougent à peu près l'un contre l'autre. On voit ici qu'on est en train de sortir de range, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si on pouvait voir cette situation sur le dollar index contre l'or, avec un or ici qui casse au plus haut, voilà, si c'était le cas ici, là, on pourrait se dire, attention, l'or, ça devient intéressant, mais on en est encore loin. On est encore loin. Alors pourquoi j'insiste lourdement sur ces histoires de devises et de classes d'actifs? Mais c'est tout simplement parce que c'est hyper dangereux. Je vous rappelle quand même que Charles Gave, qui a 10 fois plus d'audience que moi, voilà, qui est bien établi et tout, qui nous parle depuis 2013 qu'il faut acheter des obligations chinoises et que patati et patata. Ça, c'est sous vos yeux, vous avez le dollar contre la devise de Chine. Le mec a investi son pognon en suivant les recommandations de Charles Gave, en achetant des obligations qui rapportent effectivement 4% par an, un truc comme ça, ou 5% par an, mais il se fait démonter. Là, il se fait démonter. Et la dévaluation a repris de plus belle depuis récemment. Quand vous avez... En fait, les gouvernements baisent la gueule de tout le monde. Ils passent leur temps à emprunter de l'argent, à ne pas vouloir payer, et à baiser la gueule en dévaluant pour pouvoir rembourser. Et payer de moins en moins d'intérêts pour avoir de plus en plus de fric à détourner dans la poche de leurs copains. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parier sur ces pays-là. Ils sont morts. En fait, je ne comprends pas les gens. On short les pays, on short les devises. Les mecs font n'importe quoi au pouvoir. Les élections changent les bonhommes, mais le principe de gestion reste le même. Je ne comprends pas comment un mec comme Charles Gave, qui a passé sa vie dans la finance, peut vous expliquer qu'il faut acheter des obligations. Vous le voyez devant moi, il se fait démonter. J'espère pour lui qu'il ne fait pas pour son propre argent ce qu'il vous recommande de faire sur ses éditos, parce que ça se fait démonter. On passe de 6,25 à 7,06. En l'espace de 18 mois, il n'y a aucun marché obligataire qui peut compenser un tel niveau de dévaluation comme ça, ou alors avant, ça n'arrête pas. Les Chinois sont des fripouilles, ils ne vont pas changer demain et devenir des mecs orthodoxes comme les Allemands. Ça restera des fripouilles à jamais, et ils continueront de baiser les marchés obligataires. Donc c'est vraiment ultra important, à mon sens, même si le discours passe pas, de comprendre la situation de l'or par rapport aux devises, et de comprendre qu'en fait, pourquoi le dollar monte? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi le dollar monte? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre endroit sur Terre pour placer son argent.
Il faut sortir de l'Europe pour s'en apercevoir. Il n'y a pas un seul pays sur Terre qui fait mieux que les États-Unis. Donc il y a un seul marché obligataire. Tous les marchés obligataires sont butés avec des politiques de taux zéro complètement absurdes. Comment voulez-vous placer votre argent dans le monde actuel? Vous avez la Chine qui dévalue, donc qui nique les porteurs. Pourquoi le Bitcoin monte? Alors là, franchement, autant je vous recommande vraiment pas de suivre Charles Gave, et moi qui m'exprime jamais sur les cryptos et sur le Bitcoin, bah là je vais m'exprimer clairement. Le Bitcoin, 70%, c'est les acheteurs chinois. Ils sont pas cons, les Chinois. Ils n'achètent pas leurs propres obligations comme Charles Gave le recommande. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du Bitcoin pour essayer de se barrer et sortir leur fric de Chine parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et donc le Bitcoin aujourd'hui, oui, c'est quand même plus il y aura le bordel en Chine avec des politiques de fripouille, et plus le Bitcoin va monter. Donc oui, entre des obligations chinoises et le Bitcoin, il n'y a pas photo 2 secondes, il vaut mieux acheter du Bitcoin. Mais si on fait abstraction du Bitcoin, le seul endroit sur Terre où il y a encore un marché obligataire en l'état qui fonctionne, c'est les États-Unis, avec l'économie qui fonctionne, qui fait encore de la croissance. Même l'industrie est encore en croissance, contrairement à quasiment tous les autres PMI mondiaux de tous les pays qui sont en récession sur un an glissant. Et après, tout le monde s'étonne. Ah bah tiens, l'or monte à 1500 $. Charles, tu t'es trompé. Et puis après, quand j'arrive avec un graphique où finalement on voit que le dollar ne se dévalue pas contre l'or, on ne comprend pas. Bah oui, parce que la Terre entière est en train de miser sur le dollar index, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre alternative. Et donc les flux de capitaux sont ce qu'ils sont, et ils sont suffisamment importants pour que le dollar monte tout simplement contre l'ensemble des actifs. Donc, le problème, il est bien plus vaste que ça. Et les gens, aujourd'hui, enfin, on assiste à des trucs où on se gratte la tête. Comme ça, on se gratte les yeux. On se dit, putain, mais je rêve ou quoi? Ou j'ai rien compris Donc aujourd'hui, il y a des gouvernements qui commencent, l'Argentine, l'Autriche, Australia, qui émet des obligations avec une échéance à 1 siècle. Et ils ont émis ça à 2% de rendement. C'est-à-dire que quel est le mec suffisamment cintré, sachant qu'il y a au moins 2% d'inflation, ou entre 1 et 2%, quel est le mec suffisamment cintré qui va acheter, qui va placer son argent à horizon 1 siècle avec aussi peu de taux d'intérêt comme rémunération? Eh ben, non seulement il y en a, mais en plus ils se jettent dessus, puisque maintenant le cours, ils ont tellement acheté cette obligation qu'on est passé de 2% à quasiment 1% de rendement. 1,10% de rendement, c'est-à-dire que le prix de l'obligation a explosé tellement ils en veulent. Donc aujourd'hui, quel est le mec qui va placer son argent en étant certain de perdre à horizon 1 siècle? Déjà, c'est même pas l'argent, c'est même plus son argent, c'est l'argent de sa famille ou l'argent des caisses de retraite. On est dans un monde de cinglé au niveau obligataire. Et quand vous voyez ce truc qui est complètement cinglé, il ne faut pas vous étonner après si tout le monde fout son fric sur le dollar. Tout le reste du monde est complètement siphonné. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc on m'écrit régulièrement, on me dit oui, non, les marchés américains sont complètement surévalués, il y a un problème de valeur, etc. Je fais tous les ratios, ça aurait déjà dû se retourner, ça va se péter la gueule vers un crash. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a 2 fonctions sur les marchés. Le premier, c'est la recherche de rendement et de performance en tant que placement. Et effectivement, quand on est dans ce genre de logique, au niveau psychologique, et les marchés, dès qu'ils sont surévalués, ils corrigent. Parce que les investisseurs demandent du rendement, une rémunération pour leur risque. Mais là, on le voit bien, on n'est pas du tout dans cette configuration. Si les mecs sont capables de placer à 1 siècle à 1% de rendement, donc à moins un taux négatif réel avec l'inflation, on comprend bien qu'on n'est plus du tout dans une recherche de rendement. On est dans une recherche de parking. La situation est tellement explosive, tout le monde sent que ça va partir en couille, et donc tout le monde se demande où mettre son argent pour être certain de le retrouver. Plus personne ne demande à gagner, tout le monde veut une fonction parking et tout le monde veut de la sécurité. C'est pour ça que les marchés font n'importe quoi en ce moment. Et c'est pour ça que les actions montent, et c'est pour ça que c'est une aberration pour l'instant d'aller se mettre sur l'or, parce que tout simplement, les opportunités ne sont pas sur l'or. Les opportunités sont sur le dollar, plus l'achat d'actifs boursiers, les secteurs, comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc maintenant, on me dit, ouais, non, mais maintenant, regarde, on est à 1500, c'est sur un plus haut, ça y est, l'or s'envole. Je vais essayer juste de vous faire réfléchir. On ne va même pas aller sur 7-10 ans chercher encore une fois les mauvaises performances de l'or. On va juste réfléchir en termes d'actifs et d'opportunités. Et on va arrêter de comparer le 3e avec le 7e de la classe, ou le 10e ou le 15e, parce qu'on n'en a rien à branler de ce qui se passe. On va juste regarder les meilleurs. On sait tous qu'il y a un seul premier, c'est le dollar, et il y a un seul premier, c'est le secteur américain qui crée de la valeur, le consumer discretionary et puis la techno. Mais
On va regarder ça sur 5 ans, et on va regarder les sous-secteurs, et vous allez voir les écarts de patrimoine qui peuvent se faire en seulement 5 ans. 5 ans, encore une fois, je le répète, mais c'est une durée, 5-7 ans, c'est une durée d'investissement immobilier, voilà, c'est une durée patrimoniale. Et vous allez voir les écarts. Voilà, donc 2014-2019, donc en haut, le graphique de l'or. Donc effectivement, graphique de l'or, c'est ce que tout le monde regarde, c'est on a une stagnation pendant 4 ans, et puis là, en fait, on est en train de casser à la hausse, et là, tout le monde s'énerve, tout le monde pense que c'est super, c'est là que ça se passe. Non, c'est pas là que ça se passe. Regardez, prenez un secteur comme les softwares, donc les logiciels. C'est fondamental. Aujourd'hui, le monde entier est en train de se développer à partir de logiciels, d'automatisation, de robotisation. Il y a du software partout. On sait tous que le software, c'est ce qui nous fait tourner aujourd'hui la machine économique. On est en train de passer sur 5 ans de 3,5 à 1,4. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 60% d'écart. Et est-ce que je vais enlever ma flèche parce que je voudrais bien que vous preniez conscience d'un truc là. On est en train de dire, voilà, dans cette boîte-là, que l'or est en train d'exploser. Mais regardez, ça représente rien du tout par rapport aux actions. Les investisseurs ne sont pas cons. Ils vont pas, il faut arrêter de les prendre pour des cons. Si vous comparez, donc non seulement depuis 5 ans, l'or prend une immense branlée de 50 à 60%, donc encore une fois, c'est difficilement rattrapable compte tenu de la branlée qui a été prise. Mais qui plus est, au moment où tout le monde crie victoire parce que c'est en train de monter, passer de 1002 à 1500 et que voilà, vous vous apercevez quoi? Vous apercevez qu'il ne se passe rien du tout. Au mieux, en fait, quand l'or explose comme ça dans un mouvement, dans une belle tendance, et ben vous apercevez que c'est ni plus ni moins que l'exacte performance des secteurs américains qui créent de la valeur. Donc en fait, ça suit. Et puis dès que l'or a une baisse de performance, dès que la poussée haussière de l'or se calme, et ben bing, vous prenez votre branlée. Le problème, c'est pas de regarder comme ça sur quelques mois. Le problème, c'est de regarder l'espèce de tension qu'il y a sur les marchés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes malhonnêtes, parce que dès qu'il y a une petite tension comme ça, d'un mois ou deux, vous tombez dessus, on dit oh, l'or, et puis après, vous disparaissez parce que l'or se calme, s'arrête. Ce que vous ne regardez pas, c'est que pendant que l'or se calme et s'arrête, vous avez tous les secteurs qui, eux, continuent de pousser. Et donc, à la fin, eh ben, quand on s'extrait du court terme et qu'on essaye de regarder la big picture, on essaye de comprendre comment il va falloir la jouer pour ne pas se faire baiser, et ben en fait, quand on s'extrait, on voit que pareil, donc là c'est les semi-conducteurs, donc c'est aussi, on est dans une robotisation et dans de plus en plus de machines sur Terre, donc les semi-conducteurs, c'est la matière première la plus capitale avec le software en ce moment. Et ben qu'est-ce qu'on passe? Pareil, on prend une énorme branlée contre l'or, et puis dès que l'or va un peu mieux, et ben on se met à faire jeu égal, et puis dès que l'or va moins bien, ben, c'est reparti, on reprend une tôle. Donc pour finir, la grande question, c'est la fonction parking. Et, quel support pour compter son argent on utilise? Donc ça se joue au final, les deux premiers de la classe, c'est l'or et le dollar. Il n'y a rien d'autre qui compte sur Terre. Donc tout pays, toute devise en dehors de l'or et du dollar, pour moi, c'est ultra risqué. Et donc aujourd'hui, ce qu'on compare, c'est l'or d'un côté contre le dollar, plus les secteurs américains de l'autre. À ce jour, je vous ai montré les graphiques, parce que vous me demandez qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je regarde et pourquoi je ne suis pas d'accord. Bah pour l'instant, je ne vois pas l'or faire mieux que les devises, plus que le dollar, plus les secteurs. Je le vois, qu'on sent que l'or est en train de se solidifier et m'intéresse, je le surveille, mais pour l'instant, je ne vois pas une envolée comme on était en 2004, en 2005, à se demander si l'or allait bien faire son bull market qu'il a fait derrière. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de signaux, donc pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Donc pour l'instant, je continue de penser qu'il vaut mieux garder son argent sur le dollar et les secteurs. Et au niveau patrimonial, bon, il y a d'autres choses à faire. Ça, je ne reviendrai pas. J'en ai parlé dans plein d'autres vidéos et dans la formation à la crise. Mais je sais pas, il faut plus d'évidence sur les graphiques. Faut que l'or commence à créer un nouveau trend haussier de création de valeur, encore une fois, par rapport aux étalons, pour mettre la tête dedans, pour s'y intéresser en dehors du trading. Après, je passe les gens qui font une opération de trading pendant 2 semaines et qui me disent « Ouais, non, mais regarde, l'or, c'est super pour du patrimoine. » Les gars, allez vous acheter un cerveau. Du patrimoine sur 2 semaines, ça s'appelle du trading, c'est de la spéculation. Donc la spéculation, ça n'a ni queue ni tête. On fait de la spéculation sur tout et sur rien. Et l'or, comme des actions volatiles, pas volatiles, n'importe quoi, y compris les emprunts chinois. La problématique du trading, elle n'a absolument rien à voir avec le patrimoine. Mais au niveau du patrimoine,
Je pense pas que ça soit le top départ pour mettre une position haussière sur l'or à long terme, à horizon 5-7 ans. Peut-être ça va venir, peut-être ça va venir demain, peut-être qu'il y aura un crash à la hausse sur l'or, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, au moment où je fais votre vidéo, je vous ai montré tous les graphiques, il n'y a absolument aucun signal d'achat sur l'or au niveau patrimonial en ce qui me concerne. C'est flat, voilà, avec, comme vous pouvez voir, la hausse, c'est des hausses ridicules. La hausse de l'or, là, votre 1500 $, c'est ridicule par rapport au secteur américain. C'est rikiki quand vous voyez, ne serait-ce que sur un an, ne serait-ce qu'en 2019, quand vous regardez contre les semi-conducteurs ou même contre les softwares, l'or se pète la gueule en 2019, depuis le début de l'année. Donc, moi je dis, il faut encore attendre. Voilà. Après, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas.